Vas-y, Darkbull, vas-y! Le saviez-vous? À la fin de la période Heian, disons au XIIe siècle, à Kyoto, ou plutôt ce qui deviendra Kyoto, vivait un homme du nom de Musashibo Benkei, surtout connu pour avoir squatté pendant des nuits et des nuits le pont Gojo, afin de voler les sabres des samouraïs qui tentaient de le traverser. Il finira humilié par Uchi Wakamaru, un mec entraîné par des Tengu, qui deviendra plus tard son maître et sera connu sous le nom de Minamoto no Yoshitsune. Toujours est-il que ce Benkei est un personnage assez important de la culture japonaise, ayant ici inspiré, je pense, le personnage de Beyblade portant le même nom. Ce qui se ressent dans son personnage de brute qui finit domestiqué par un puissant personnage, ici Tategami Kyoya. D'ailleurs, il existe une expression japonaise, Uchi Benkei, littéralement Benkei intérieur, qui signifie un peu l'inverse, quelqu'un d'assez agressif envers ses proches, mais de plutôt doux et timide envers les inconnus. Voilà, allez, salut! A la base, j'avais envie de faire un théorème sur Beyblade, en m'attardant tout particulièrement sur ce qu'impliquent les générations de tornades par Léon. Du coup, j'ai revu la série, et il se trouve que les règles de la série font que ce ne serait pas très intéressant. Par contre, les règles de la série sont finalement intéressantes par elles-mêmes, celles que l'on nous dévoile bien sûr, mais surtout celles qu'il faut deviner. Il est donc temps de se poser les vraies questions, en se basant sur ce qu'on peut, puisque en fait Beyblade pour moi globalement ça veut dire Beyblade Metal Fusion, à savoir la première saison de Metal Fight, nous ramenant à la merveilleuse époque de un disque égale 4 épisodes, sans bonus, sans VO, sans rien. Heureusement aujourd'hui on fait plus ça. N'ayant littéralement rien vu qui soit sorti après Metal Fury, à savoir la troisième saison de Beyblade Metal Fight, je me concentrerai principalement sur Metal Fusion et Metal Master. Potentiellement un peu sur Metal Fury, mais il comporte déjà beaucoup moins de choses intéressantes. Un peu comme les jeux vidéo que l'on ne citera même pas. Par contre le manga lui il est fabuleux et totalement différent de l'anime, lisez-le, au moins pour voir ce que représente le style Neketsu dans son aspect le plus poussé et irréfléchi. Même si bon oui objectivement il est médiocre, de par son développement de personnages inexistants, je veux dire pire que dans l'anime, son scénario inexistant également est ultra rushé, je veux dire pire que dans l'anime, et surtout le fait que les combats de toupies en manga ça rend pas terrible. Bref, tout ça pour dire que j'utiliserai les infos du manga si besoin, mais vraiment si besoin quoi. Il faut voir la franchise Beyblade comme ce qu'a fait la franchise Yu-Gi-Oh à partir de la génération 5D. Chaque génération se déroule dans son propre univers, avec son propre lore et ses propres règles, sans avoir de connexion. Il peut y avoir quelques références, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Chaque génération de Beyblade a été pensée pour être indépendante les unes des autres, que ce soit pour l'anime, les jouets et même le manga. Donc il n'est pas vraiment nécessaire de s'intéresser à absolument toutes les séries Beyblade, surtout quand on a un total de presque 700 épisodes répartis sur 15 saisons. Merveilleux, ça dégage. Puis on ne se basera pas non plus sur les cartes à jouer, ce qui est évident, mais j'avais envie de les montrer et de rappeler que ça existe. De rien. Je rajouterai juste que, pour pas paraître totalement à côté du sujet en négligeant des points de l'univers de Beyblade au global, genre pas ça, mais au moins ça, j'ai pu obtenir l'aide de Oma Playmaker, donc un grand merci à lui pour le partage de son savoir. Waouh, c'est Kung Fu Panda 2 en 3D actuellement au cinéma. Bref, on est bon, c'est parti, faisons ça tranquillement, un aspect à la fois, en commençant bêtement par les règles du jeu. Moi je ne laisse jamais, pour partager les différences avec la génération Burst. Ok! C'est parti! En soi, l'anime part du principe que les règles de Beyblade sont suffisamment simples pour ne pas se donner la peine de nous les expliquer. On va donc écrire nous-mêmes les règles du jeu à partir du prisme de la série, et dans le premier épisode on comprend tout de même deux règles basiques du jeu, à savoir, premièrement, le joueur dont la toupie s'arrête est le perdant, et deuxièmement, le joueur dont la toupie est éjectée est le perdant. Pour les deux premières générations, on remportait une partie en expulsant la toupie adverse hors de la surface de combat, ou quand elle s'arrêtait de tourner. À partir de la génération Burst, on a le phénomène de quai explosif, où une toupie va justement se dévisser et éclater après avoir reçu trop de dégâts. La plupart des combats importants de l'anime, comme les finales par exemple, se termineront forcément sur un burst finish. Notons juste que, comme dans Dragon Ball, une toupie n'est considérée éjectée que lorsqu'elle touche le sol. Puis par opposition, et dans les deux cas, la dernière toupie à tourner dans le stadium est donc gagnante. Et c'est là qu'on atteint déjà la limite du règlement. Parce que le stadium. On parle de stadium mais aucune règle n'est présentée sur celui-ci.
Évidemment, on remarque que dans 9 cas sur 10, le stadium est une demi-sphère creuse des plus basiques, bien que plutôt grande pour des toupies. Ceci dit, de temps en temps, généralement pour avantager l'antagoniste et faire semblant que le héros est en danger, on a autre chose. Épisode 28 par exemple, le centre du terrain tourne, et le tout est entouré par des barrières empêchant les éjections, et pénalisant les toupies d'attaque comme Pegasus au hasard. Sinon, épisode 38, il y a des murs mouvants dans le stadium. Épisode 26, le combat se déroule sur un bout de terre au milieu d'une rivière. Et épisode 29, pour une fois, la compétition n'est pas une bataille mais une course d'obstacles, donc évidemment le terrain n'a aucun sens. Heureusement, si je puis dire, ces exemples ne sont que des petits tournois marginaux, pour le plaisir de varier, de s'adapter, de s'amuser, enfin je suppose. On est d'ailleurs en droit de regretter que l'épisode 29 soit littéralement la seule compétition non basée sur le combat de toute la série, si ce n'est de toute la licence. Chaque saison de Burst a introduit des stadiums annexes au stadium rond classique, avec des formes et des particularités différentes. Au début, c'était des stadiums avec des pics, avec un centre rotatif ou un double étage. Mais à partir de sa 3e saison, ces stadiums annexes deviendront la norme de l'animé afin de se caler avec la gamme de jeux occidentale. Des rampes face au skatepark, un double étage et j'en passe. L'animé justifiait ça par une volonté d'apporter des nouvelles mécaniques de jeu aux personnages, mais c'était surtout un but promotionnel pour la vraie vie. C'était pas mal contesté par les fans pendant un temps, surtout quand ces stadiums n'existaient pas forcément dans la gamme de jeux japonaise, mais surtout pour la gamme de jeux occidentale. Pourtant, cette idée de stadium pas rond du coup, il restait avec la génération actuelle, Beyblade X, où justement le système de base n'est pas rond au Japon comme en Occident. Maintenant, on comprend quand même que la demi-sphère reste la grande majoritaire, car c'est un peu le truc basique qui n'avantage pas tel ou tel type de toupie. Une neutralité ma foi indispensable pour tout tournoi sérieux, comme au hasard un championnat national, voire mondial. Oh wait. Concentrons-nous un peu sur l'exemple du tournoi mondial, durant lequel les équipes de Russie et du Brésil se permettent clairement cette triche sur les stadiums, sans que personne ne s'y attarde plus que ça. Et c'est pas juste via des stadiums qui avantagent un peu certains types de toupies, non. Pour la Russie, c'est plutôt genre des stadiums qui annihilent les toupies adverses. Et le Brésil, bon, c'est moins impressionnant, mais ça reste de la triche. D'ailleurs, c'est clairement dessiné comme de la triche par tout le monde, normal. Pourtant, personne ne fait rien. Il ne semble pas y avoir de sanctions ou quoi que ce soit. Juste, le règlement ne doit pas stipuler qu'il est interdit de tricher. Je vois que ça. Dans le doute, notons-le dans nos règles. Tu me diras, dans les règles de tournoi IRL, il n'y a pas de règle qui stipule explicitement que j'ai pas le droit d'éjecter la toupie de l'adversaire à la main. Bref. En plus, il n'y a pas que la triche basée sur les stadiums. On a aussi droit à toutes les petites variations, qui ne ressemblent pas toujours forcément à de la triche, mais qui témoignent d'un manque cruel de rigueur au niveau du règlement. Je pense aux équipes qui décident entre elles de jouer un match en duo, aux équipes qui veulent jouer avec un seul membre, ou encore aux équipes qui veulent changer le BO3 en BO5. Du coup, il y a écrit quoi dans le règlement? Les différentes équipes s'affrontent en BO3 où chaque manche est menée par un différent membre de l'équipe, enfin si ça dérange pas trop. Cordialement, le papa du héros. Il y a aussi le fait qu'on peut intégrer un nouveau remplaçant à l'équipe à n'importe quel moment, YOLO. Mais ça, étrangement, c'est soi-disant prévu par le règlement. Ce qui prouve au moins l'existence d'un règlement. Bref, ce n'est qu'un tas de petites choses, mais elles n'ont pas lieu d'être dans un tournoi d'ordre mondial. Le Beyblade en ressort comme une discipline ridicule aux règles approximatives et à l'organisation aussi développée que les personnages de la série. D'ailleurs, j'y pense, mais en vrai, il n'y a même pas d'organisateur au tournoi. Il n'y a pas de staff pour accueillir les équipes, il n'y a pas de réel arbitrage, pas de journalistes, pas de pré-show ridicule, pas de boutique de souvenirs aux produits dérivés à prix exorbitant. C'est un bien piètre championnat du monde, mais c'est plutôt une chance car ça nous en apprend beaucoup sur la place qu'occupe le Beyblade dans son univers. Mais j'y reviendrai plus tard, regardons d'abord les règles de tournoi IRL qui pourraient s'appliquer à la série. Nous avons par exemple le fait que les participants doivent être âgés de 8 à 13 ans, ce qui se justifie facilement par l'évolution morphologique de l'être humain, et qui étonnamment expliquerait beaucoup de choses sur les personnages de Beyblade. Je veux dire, ça n'empêcherait pas d'avoir des tournois différents réservés aux adultes, mais vu qu'on suit des ados, ils affrontent des ados. Ça ne veut pas dire que les adultes ne jouent pas, c'est Frio ou Doji, mais que les tournois auxquels on assiste concernent la tranche d'âge de Jinka et compagnie. Du coup, on n'en sait rien, mais j'ai envie d'ajouter cette règle dans la liste. Sinon, on trouve aussi une règle selon laquelle les individus en quelconque lien de parenté avec quelqu'un travaillant pour la licence, directement ou non, ne peuvent pas participer. Donc si ton père travaille chez Hasbro, c'est peut-être cool, mais des tournois t'en feras pas. Une chose qui de toute évidence ne s'applique pas à l'univers de la série puisque... Enfin, vous voyez. Pour le reste, on verra plus tard, on a suffisamment de règles dans l'immédiat, on n'est pas pressé. Pour le moment, une première conjecture sera de dire que le Beyblade est récent. Du moins, je parle du Beyblade dans la forme qu'il occupe dans la série, puisque nous savons que les toupies existent depuis des siècles dans le lore. Une conjecture qui est facilement appuyée par les scénarios des 2 premières saisons. La seule véritable chose qui se passe en 50 épisodes dans Metal Fusion, c'est l'organisation et la réalisation du tout premier tournoi national de Beyblade.
qui motivera le monde entier pour l'organisation du tout premier tournoi mondial lors de la saison 2. Pour être plus précis, il semblerait qu'il y ait eu, quelques années auparavant, disons 2-3 ans maximum, l'émergence d'une entreprise à gros budget qui s'est mise à produire massivement des toupies à prix abordable. Ou, si vous préférez, il y aurait eu tout à coup une démocratisation et un accès aux Beyblade devenu facile. Sachant qu'au départ les toupies étaient réservées à l'élite de par leur puissance, il a bien fallu un événement quelconque pour qu'elles se répandent et deviennent accessibles à tous. Bon, la popularité c'est facile puisque un truc anciennement réservé à l'élite représente forcément un attrait aux yeux du peuple, que ce soit pour le plaisir simple du luxe, pour l'éventuel objet de pouvoir que cela représente, ou au moins pour l'effet mouton. Ceci étant, on voit difficilement comment on pourrait confier des armes de destruction massive au grand public. Et en fait, disons que cette production massive et industrielle doit consister en des toupies bien plus inoffensives que celles utilisées par l'élite. Des toupies basiquement moins puissantes, moins performantes, chose que l'on détaillera plus tard. Parenthèse, on sait qu'il existe des boutiques, des salles d'entraînement et même des temples dédiés aux Beyblade. Des choses ma foi fort intéressantes, cependant on en sait vraiment trop peu. Rien sur leur nombre, rien sur leur niveau de fréquentation, rien sur leur date de création, rien du tout, que dalle. On pourrait partir du principe qu'acheter une toupie dans l'univers de Beyblade coûte à peu près la même chose qu'en réalité, et on pourrait partir aussi du principe que les vendeurs arrivent à en vivre, mais ça fait beaucoup de suppositions infondées pour pas grand chose, donc c'est dommage, mais on va ignorer ces éléments pour se concentrer sur d'autres. Fin de la parenthèse. Et je tiens grandement à cette conjecture d'explosion industrielle car c'est plus ou moins la seule chose logique qui explique le scénario des 2 premières saisons. Si les toupies étaient chose commune depuis plus longtemps que ça, les tournois nationaux et mondiaux seraient eux aussi devenus chose commune depuis longtemps. Et si ces tournois existaient depuis plus longtemps, ils auraient un règlement bien plus strict ainsi qu'une bien meilleure organisation. On peut même s'imaginer quelques détails supplémentaires. Après tout, la saison 2 ne semble pas se passer bien longtemps après la première. Autrement dit, ce tournoi mondial s'est organisé très vite, et avec pas grand monde niveau orga. C'est là qu'intervient donc l'aspect mercantile de Beyblade, le fameux. La production et vente de toupies au grand public est la première étape et la plus évidente, mais organiser des tournois dans des stades immenses en est une autre. Il n'y a pas vraiment lieu d'avoir tant de tournois dans de si petits stades avec autant de public, si ce n'est vendre des places et du spectacle, en profitant au passage pour renforcer l'image publique du jeu. Puis l'argent engendre l'argent, les toupies deviennent toujours populaires simplement parce qu'elles le sont de base, et j'ai cité l'exemple des stades parce que c'est visuellement impressionnant quand on y réfléchit, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout la surmédiatisation du Beyblade, des écrans géants partout, jusqu'à la sortie de l'aéroport, une rediffusion mondiale de certains matchs, etc. Bon, évidemment, on pourra trouver dans la série certains points pas totalement en adéquation avec la conjecture. Par exemple, on peut voir quelques flashbacks de personnages où ils sont jeunes et possèdent déjà des toupies. Il nous faudra admettre que ces rares exemples font partie des tout premiers à avoir possédé des toupies, si ce n'est du peu ayant eu la chance d'en avoir avant la grande explosion. Maintenant, cette conjecture a un autre avantage, mais pour s'en rendre compte, prenons la liste des personnages apparaissant dans la première saison, et classons-les. Globalement, on peut distinguer 3 types de bladers. Ceux totalement random, facilement reconnaissables de par leur apparence de figurants. Et c'est la même chose dans Burst, les figurants ont non seulement des recolors, mais surtout des recolors du système de toupies de la saison précédente. Donc tout comme dans Metal, il est assez facile de déterminer qui sont les personnages importants et qui ne le sont pas. Ceux un minimum doués qui ont la chance d'avoir un chara-design un minimum travaillé, et les bladers légendaires bénis du scénario. Ces bladers légendaires c'est facile, on les connaît, c'est Jinga, Ryuga et le clone numéro 72110 de Vegeta. Mais a priori c'est tout. S'il y en avait d'autres, on les aurait vus. De tels bladers ne résisteraient pas au tout premier tournoi national. Donc, admettons que ce sont les seuls. Enfin, pour le Japon. On ne connaît pas assez bien les autres pays et c'est pour ça que je me limite aux personnages de la première saison. Parce que sinon, on en connaît évidemment d'autres. Bref, les bladers mid-tier, c'est une bonne partie de ceux que l'on connaît. Tsubasa, Yu, Benkei, Doji, Tobio, etc. Impossible de savoir si on les connaît tous, mais il semble assez raisonnable d'admettre que l'on connaît la plupart. Après tout, dans tous les tournois auxquels on a droit, on voit surtout une majorité de figurants low tier, a priori représentatif d'un manque de bladers de niveau correct. Je vais cependant faire une estimation basse et faire comme si on en connaissait seulement la moitié. Il y aurait donc max 40 bons bladers au Japon. Des nombres jusque-là sympathiques mais qui ne nous apprennent rien si l'on ne connaît pas le nombre total de bladers au Japon. Et malheureusement on ne peut pas compter les bladers low tier seulement en regardant la série. On en connaît quelques-uns comme Madoka, le blader DJ ou le trio de bouffons là. Mais la plupart sont des personnages sans nom. On en croise déjà une centaine rien que dans le premier épisode. Trouvons donc un autre moyen d'obtenir un semblant d'estimation. Et n'ayant pas d'autre idée, je vais me baser sur les points précédents. À savoir les indices sur la place qu'occupe le Beyblade. La vision de la série est biaisée puisque l'on se concentre uniquement sur le Beyblade, mais il semble raisonnable de dire que le Beyblade est une institution majeure, comparable à certains sports réels. Et étant donné qu'on se situe au Japon, je vais choisir de faire une comparaison au baseball.
En septembre 2021, on estime à 23 millions les fans de baseball au Japon, ce qui correspond à peu près à 18% de la population nationale. Ceci étant, contrairement au baseball où tous les fans ne jouent pas forcément, Il paraît assez légitime de se dire que tous les fans de Beyblade possèdent une toupie, même si ce sont de médiocres joueurs de type figurant. Ce qui nous arrange car du coup on n'a pas trop à modifier cette valeur. Pour éventuellement avoir quelque chose de plus précis, il nous faudrait connaître la véritable population japonaise dans l'univers de Beyblade, chose impossible. Éventuellement on peut se dire que Beyblade Metal Fusion est sorti en 2009, mais en 2009 la population japonaise n'était pas si différente, ils étaient 128 millions. Ce qui proportionnellement ne changerait pas grand chose à nos 23 millions, je vais donc les garder comme valeur. et ça signifierait donc que 18% du Japon joue au Beyblade. Parmi ces 18%, on est parti du principe que seule une quarantaine sont de bons bladers, autrement dit 0,0017% des bladers ont un niveau correct, puis du coup les bladers légendaires représentent 0,00018% des bladers, alors que les joueurs lotières représentent eux 99,9998% des bladers. Autrement dit, conjecture numéro 2, qui n'est même pas vraiment une conjecture, la très écrasante majorité des possesseurs de toupies n'ont aucune compétence particulière. Chose qui déjà appuie ma première conjecture, puisque voir quelques joueurs vraiment exceptionnels participer à la hype générale, genre waouh c'est donc possible de faire ça avec des toupies, waouh ils sont trop forts, c'est trop bien le Beyblade. Mais surtout, cette conjecture aide aussi un peu à sauver la série en termes de moralité générale. Et ça me rassure de savoir que l'on ne vend pas massivement des armes de guerre aux enfants. Bon oui, certains peuvent utiliser les toupies pour détruire et tuer s'ils le souhaitent, mais on ne peut pas reprocher ça aux toupies ni aux fabricants. Ce serait un peu comme reprocher les ventes d'un outil quelconque parce qu'un jour un exemplaire a servi d'arme. Parenthèse, je viens d'établir cette seconde conjecture à partir du Japon car c'est le pays sur lequel on a le plus d'infos, mais ça ne semble pas bien différent pour les autres pays. C'est même bien pire pour certains. Par exemple, l'Union Européenne participe au tournoi mondial en tant qu'une seule équipe. C'est sûrement la preuve que chaque pays possède indépendamment peu de bons joueurs. La majorité de la série se déroule au Japon, mais on a certains autres pays récurrents, comme les États-Unis, surtout l'Espagne, et vite fait l'Angleterre pour la toute dernière saison. Il y a même deux équipes de différents pays pour le championnat du monde de la deuxième saison, dont la France, mais ces autres équipes sont très anecdotiques. Fin de la pente. Oui, je sais, je viens de dire que les toupies en tant que telles étaient assez basiques et ne possédaient pas de pouvoir si puissant ou naturel, mais c'est un peu plus complexe en réalité. Car on peut voir que même Jean Random arrive à déplacer sa toupie lors d'un match. C'est un axiome super basique de l'univers de Beyblade, qui est pour lui si naturel qu'il ne souhaite pas nous l'expliquer. Mais c'est là que réside tout l'intérêt du Beyblade. Le joueur est connecté à sa toupie et peut la faire bouger comme il le souhaite. Alors bon, je vous invite à essayer, mais même en criant, une toupie ne va pas écouter. Quand bien même va à gauche semble être un ordre simple. Bref, les toupies méritent que l'on s'attarde sur elles. D'ailleurs, tout à l'heure on parlait de règles, mais est-ce qu'il y a des règles sur les toupies? On sait que leur hauteur est plutôt libre, leur nombre de pièces et leur sens de rotation également, leur poids ne semble pas restreint non plus. Pourtant, finalement, toutes les toupies se ressemblent. Les seules toupies un peu particulières sont celles qui viennent de l'espace, et celles créées par une entreprise qui a les moyens de mettre au point sa propre toupie. Ceci étant, je ne vais pas me plaindre, ça consolide ma première conjecture. Après tout, si les toupies viennent d'une production massive et récente, le nombre de pièces disponibles est forcément encore limité. Cependant, il aura l'occasion de se diversifier au fil du temps et des saisons, et je suis certain que les pièces et lanceurs pour les toupies à rotation inversée deviendront également rapidement chose commune. La plupart des personnages imaginent eux-mêmes leur toupie, du design jusqu'à la conception par impression 3D. Même chose pour les lanceurs, même si dans le manga on voit que les magasins de toupies existent. Le dessin animé ne détaille pas ce point, mais on suppose qu'il existe une base de données officielle et des restrictions pour maintenir les toupies légales. Par exemple, dans la 4ème saison, on a un personnage antagoniste qui dit avoir une toupie impossible à exploser, ce qui n'est pas possible dans l'univers de Burst. Et c'est le cas, sa toupie fait bien exploser, juste d'une manière bien précise. Bien que ce ne soit pas beaucoup mis en avant dans l'anime, les pièces restent interchangeables et chaque saison introduit un nouveau système, comme pour les autres saisons de Beyblade. Dans Burst, il n'y a pas de réseau de lore qui empêche qui que ce soit d'avoir une toupie qui tourne vers la gauche, donc dans le sens inversé au Beyblade. Saison 1, on a un seul personnage qui a une toupie qui tourne à gauche. Saison 2, on en a un autre, mais cette fois-ci il peut lancer sa toupie à la main, classique de Beyblade, mais dans la même saison, on a 4 autres toupies qui peuvent tourner vers la gauche. Et ce chiffre ne fera qu'augmenter au fil des saisons. Au point que la rotation gauche représente facile un quart du jeu réel de Beyblade Burst en comptant les évolutions de toupies. On aura une bonne dizaine de toupies capables de tourner dans les deux sens, donc à double rotation, la plupart d'entre elles étant issues de la même lignée. A titre de comparaison, la génération actuelle Beyblade X est sur le point de démarrer sa 3ème saison et on a à ce jour qu'une seule toupie en rotation gauche et aucune double rotation. Maintenant, en quoi ça nous intéresse?
Le fait que la pièce Rock, par exemple, faisant partie de la toupie de Kyoya, mais aussi de nombreux autres personnages, tels que Busujima ou Kuma machin, implique que cette pièce n'a rien de spécial. Du coup, qu'est-ce qui m'empêche de donner des ordres à la toupie de l'adversaire pour qu'elle s'auto-éjecte? Ou autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'une toupie écoute son blader et seulement son blader? On pourrait mettre plusieurs hypothèses telles que c'est celui qui la lance qui la contrôle, ou la toupie ne peut être connectée qu'avec une seule personne, mais ces petites hypothèses sont immédiatement annulées par Evil Genius, une toupie contrôlée par deux bladers. Du coup, qu'est-ce qui caractérise une toupie? Parce que, en plus d'être générique, les pièces sont interchangeables. Je suis donc dans l'obligation d'utiliser mon joker, le manga. Dans les premiers chapitres, Pegasus n'est pas encore le Pegasus que l'on connaît dans l'anime. Et chapitre 5, Jinga perd contre Ryuga, sauf que dans le manga, quand on perd, on finit comme ça. Et donc dans l'objectif de récupérer Pegasus, Jinka, après s'être fait insulter son père mort mais pas vraiment, récupère le boulon, le visse sur des pièces inintéressantes, histoire de pouvoir lancer le tout dans un volcan, et crée Storm Pegasus par la magie et le magma. Ce que je trouve personnellement aussi fantastique que ridicule, mais qui nous laisse donc imaginer que l'âme de la toupie réside dans le boulon. Ceci dit, bien que l'anime soit assez insistant sur les âmes de toupie, dans l'épisode 7 de la saison 1, Kenta change le boulon de sa toupie, donc c'est plutôt contradictoire. Et du coup, par élimination, on pourrait se dire que dans l'anime, la seule pièce qui n'est jamais explicitement changée, c'est l'anneau d'énergie. Mais pareil, donc, contradiction avec le manga, puisqu'au début du manga, les toupies n'ont que 4 pièces, car elles n'ont simplement pas d'anneau d'énergie. Bref, je me vois dans l'obligation de faire un choix relativement arbitraire, et pour le coup, je vais favoriser le manga. Parce qu'il est incroyable et cette scène est tout particulièrement fantastique. Parenthèse en passant, la première fois que l'on voit Meteo Eldrago dans l'anime, c'est Ryuga qui lance sa toupie dans un volcan. Ça n'a peut-être rien à voir, mais on peut interpréter cela comme une référence au manga, et à cette mécanique absurde par laquelle Pegasus ressuscite, qui justifierait également la renaissance de Eldrago. Car après tout, si Pegasus peut le faire, pourquoi pas Eldrago? Fin de la parenthèse. Et donc, troisième conjecture, l'âme d'une toupie réside dans son boulon, et c'est cette âme qui la lie à son blader et qui les fait œuvrer dans leur combat ensemble. Vive le pouvoir de l'amitié. Évidemment, là, tout le monde se dit « Mais voyons, un produit industriel ne peut pas avoir d'âme. » Et tout le monde a raison. Sauf que, selon le lore de la série, une étoile est tombée du ciel, et un fragment de ce caillou céleste se trouve en chaque toupie. Étant donné le nombre de toupies, et en constatant que le caillou n'était pas assez gros pour détruire la Terre, chaque toupie doit posséder un fragment femtoscopique, mais bon, comme dans toutes les fictions qui manquent d'idées, tout ce qui vient de l'espace est magique, blablabla, tu peux rien dire, c'est gagné. Partie 4, les armes de RPG. Et pas l'arme RPG, juste les armes de RPG, les jeux de rôle. Bon, ça nous fait déjà pas mal d'infos, mais ce qui nous intéresse principalement, c'est les toupies qui font ça. Genre créer des tornades, changer le sol en sable, modifier la gravité, matérialiser des animaux. Ah non, ça c'est dans vos têtes. Et à tous ceux qui croient que des animaux sortent des toupies, revoyez la série. Vous verrez que ce n'est qu'une manière de dynamiser les combats via certaines représentations plus ou moins pertinentes, style montage post-prod. Aux yeux des personnages de la série, ce ne sont que des toupies, uniquement des toupies. Elles ne deviennent des animaux que pour nous. À l'exception d'une ou deux scènes que l'on pourrait qualifier de plus cinématiques. Mais c'est une bonne idée pour rendre ça un peu plus visuel en tant que dessin animé. Puis c'est aussi assez malin pour donner un peu de prestance et d'âme à des morceaux de plastique. Parce que, bon, ironiquement, Beyblade souffre aussi du fait que ce ne soit que des combats de toupies. Est-ce que les toupies sont magiques dans Burst? Ben, pour ces 2 premières saisons, la série se veut réaliste. Du moins pour ses 60-80 premiers épisodes. Jusqu'à qu'on voit les esprits des toupies, du héros et de son rival se mettre à parler par télépathie avec leur blader. Et à partir de la 3ème saison, cette symbiose blader et toupie sera nommée la résonance. Et ça restera jusqu'à la fin de la série via différentes déclinaisons, au point que la toute dernière saison confirmera de manière rétroactive que cette force surnaturelle a toujours existé même dans les premières saisons qui se voulaient réalistes. Ce qui pourrait expliquer pourquoi on voit Valt, le premier héros, parler régulièrement à sa toupie comme si elle était douée de conscience. Parce que techniquement, elle l'est. J'ai confiance en toi. Moi aussi, j'ai confiance en toi. Waouh. Cependant, là où l'esprit du Blader de Metal Fight fonctionnait un peu trop comme la force de Star Wars et n'avait aucune limite, la résonance dans Burst n'est utile que en combat et uniquement en combat. Bref, on s'égare. De temps en temps, l'anime essaie de nous faire croire que l'important c'est d'être fort et de bien lancer sa toupie. Donc voyons ça. Parenthèse en passant, on parlait tout à l'heure des règles, mais est-ce qu'il y a des règles sur les lanceurs? En un certain sens j'espère, mais vu que certains se rajoutent des compas d'angle et des pointeurs laser, ce qui est d'ailleurs complètement con parce que le pointeur laser va à l'horizontale, mais la physique fait que la toupie part vers le bas, à la verticale. Rendant ce personnage encore plus incroyable que tous les autres, de par le fait qu'il arrive à sniper sa toupie à une centaine de mètres. GG wellplay. On applaudit. On n'a pas vraiment de détails sur les lanceurs dans la série, donc je vais me baser sur celui-là.
sachant que dans l'anime il semble avoir un truc assez similaire, excepté qu'il le clip sur une autre pièce pour avoir une meilleure prise. Bref, objet massivement produit de manière industrielle implique objet basique et, comme on peut s'y attendre, c'est juste une roue crantée. Notons juste que c'est une roue à 15 crans, alors que la crémaillère en possède 45, autrement dit, un coup de lanceur est égal à 3 tours. Maintenant, pour en revenir à l'anime, prenons cet extrait et calculons. Le lancer dure littéralement une frame, parce que animation limitée, bravo le Japon, mais ça fait donc 3 tours en 0.04 secondes, soit dans les 4500 tours par minute. Ceci étant, il y a quand même certaines rares données dans l'anime qui peuvent nous servir de comparaison. Saison 2, épisode 42, on a même des chiffres. En l'occurrence, on voit que Eldrago passe de 600 tours par minute à plus de 3700, ce qui n'est donc pas aussi exceptionnel que ça en a l'air. Quatrième conjecture, les lanceurs n'ont rien de particulier dans Beyblade. Ou alors les concepts de rotation et de minutes sont différents, mais restons réalistes. Les lanceurs ont soit des accessoires, mais ils sont que très peu mis en avant dans l'animé. Par contre, j'imagine que pour le bien du jeu et le fair play sportif, les lanceurs custom sont interdits en tournoi. N'est-ce pas? Parce que bon, c'est giga simple à faire et c'est le genre de truc qui transformait à lui tout seul un normie en bon joueur. Bref, ce n'est pas la conjecture la plus intéressante jusqu'à présent, mais elle nous montre, entre autres, que l'anime insiste fortement sur le fait d'être fort, de s'entraîner physiquement et tout, alors que bon, ça se joue pas sur ça. Finalement, la force de rotation apportée par le lanceur est négligeable par rapport à la force de rotation ajoutée pendant le match. L'anime ne se cache pas du fait que les toupies accélèrent en plein combat et qu'une bonne partie des coups spéciaux partent finalement du principe que le blader peut contrôler avec précision les différentes variations de vitesse de sa toupie. Des variations diverses et absurdes au point qu'il ne semble pas particulièrement y avoir de limite à la vitesse qu'une toupie peut prendre. Disons que ça dépend principalement du scénario et du pouvoir de l'amitié. Et c'est globalement pour ça que je ne pouvais pas faire de théorème sur les toupies et les tornades. Il manque une certaine réglementation sur le fait d'augmenter la vitesse de rotation de sa toupie en plein match. Parce que spoil, pour qu'une toupie génère une tornade, il faut aller très très loin au-delà des 4500 tours par minute. D'ailleurs, on se demanderait presque à quoi servent les lanceurs. Enfin, pour les personnages normaux, les bladers low tier, j'imagine bien, mais pour les autres, je vous demanderais bien pourquoi ils ne lancent pas leur toupie à la main, mais en fait, Ryuga le fait. Ce qui appuie encore plus le fossé incommensurable qui existe entre les bladers low tier et les autres. Et en fait, Beyblade c'est Harry Potter, 0,0003% de la population ont des pouvoirs magiques, et plutôt que de faire des trucs utiles, ils s'amusent entre eux avec des duels de magie. La seule vraie question qui persiste, c'est pourquoi des toupies finalement? Ça pourrait être n'importe quoi, des roues, des voiturettes, des sphères, des cubes, ou que sais-je, puisque ce ne sont finalement que des catalyseurs de RPG. Tout l'intérêt et les capacités de la chose résident dans le joueur et ses pouvoirs magiques inexpliqués. Enfin, on peut quand même imaginer que le catalyseur a une certaine influence sur le résultat, surtout dans un monde où il y a le concept sous-exploité de type attaque, défense, endurance, équilibre. Si on reste dans la comparaison au RPG, la toupie a des stats, mais bon voilà, les stats du personnage sont bien plus importantes, surtout quand celui-ci a loot la rune magique bénie du scénario. J'en ferai bien une dernière conjecture, mais bon, dire que Beyblade est un shonen neketsu avec des pouvoirs magiques, c'est simplement un fait. Par contre, conjecture finale, dans un futur relativement proche, on utilisera ces personnages au pouvoir magique pour leur faire contrôler diverses choses autres que des toupies. Des trucs bien plus utiles, sûrement des armes, car on a toujours été très fort pour mettre les innovations au service de la guerre. Et si les toupies sont déjà aussi violentes, imaginez ce qu'on peut faire avec des trucs un tout petit peu plus perfectionnés. Remarque, dans le manga, Chris fait déjà partie de l'armée américaine en tant que blader, donc bon. Après, si vous voulez voir ça, c'est dans Hunter x Hunter, hein. Bref, pour finir tranquillement, faisons 2-3 observations supplémentaires sur des cas précis. Et même si, N'ayant littéralement rien vu qui soit sorti après Metal Fury, il y a quand même beaucoup de contenu. Rien que dans Metal Fusion, on pourrait sûrement se demander s'il y a vraiment un intérêt pour une toupie à tourner dans le sens inverse. On pourrait aussi se concentrer sur des choses très complexes, en partant de Libra, capable de changer le sol en sable, Ryutaro le magicien, Tobio le sniper, Aquarius et ses illusions d'optique, Phoenix qui fait fondre du métal sans endommager sa toupie, et il y a aussi le mec qui parle au crabe là. C'est pas très scientifique tout ça. Mais bon, au-delà du fait que chacune de ces interrogations prendrait une vidéo à elle seule, il y a pas mal de chances pour que les réponses soient décevantes. Changer le sol en sable, vous dites. C'est pas très scientifique tout ça. Bref, partons sur d'autres trucs random, à commencer par une petite remarque que je voulais placer quand on en parlait, mais elle s'intégrait moyennement, donc je vous la laisse ici. A savoir, vu qu'il n'existe qu'un seul commentateur officiel de Beyblade dans tout le Japon, et en fait un par pays finalement, on peut constater qu'il y a encore pas trop de tournois qui s'organisent, sinon il ne pourrait pas tout gérer seul. Ce qui surtout est un détail qui vient appuyer ma première conjecture, donc c'est cool pour moi je suppose, et bravo à eux, j'espère qu'ils sont bien payés. Mais bien plus sérieux maintenant,
Gravity Destroyer. Une toupie ma foi fantastique qui peut tourner dans les deux sens. D'ailleurs dans l'anime la toupie tourne dans le sens selon lequel on la lance, ce qui est logique. Mais dans le manga, comme on fait ce qu'on veut, elle peut changer de sens de rotation en cours de match, c'est-à-dire qu'elle ralentit, s'arrête un instant et accélère dans l'autre sens. D'ailleurs c'est pareil pour Variares. Ce qui est ma foi fantastique. Mais c'est assez drôle de voir que l'anime n'a pas voulu garder ça alors qu'il se permet des trucs tout aussi débiles. Comme le changement de mode en plein combat, alors que physiquement, pour faire ce changement sur Destroyer, ou sur d'autres comme Eldrago, Striker, Pegasus, etc., il faut littéralement dévisser la toupie pour réorienter la pièce. Le changement de mode avant et pendant le combat se rapproche beaucoup plus de la réalité, apportant des fois un aspect stratégique au choix des modes pendant les combats. Bref, ce n'est pas de ça dont je voulais parler, parce que le plus insensé concernant Destroyer, c'est son pouvoir, qui consiste à influer la gravité. Mais finalement, est-ce que c'est si débile que ça? Oui. Pourtant, si un blader peut faire bouger sa toupie, vers la droite, la gauche ou quoi, c'est qu'il peut lui appliquer une force allant dans cette direction. En théorie, rien ne l'empêche donc de créer une force qui va vers le haut, ou vers le bas. D'ailleurs, ce concept d'appliquer une force autrement que pour se déplacer peut expliquer certaines choses. Par exemple, le fait que les toupies ne sont pas forcément éjectées face à la tornade de Léon, qui est quand même une tornade quoi. Une toupie est de toute évidence trop légère pour rester au sol, sauf si on applique une force de résistance, ce qui pourrait être plus ou moins assimilable à augmenter la gravité. Le truc avec Destroyer, c'est qu'il arrive à transmettre ça aux adversaires, ce qui casse le jeu. Parce que bon, s'il arrive à leur appliquer une force vers le bas, encore une fois, il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas en appliquer dans d'autres directions. Et s'il peut faire aller une toupie dans la direction qu'il veut, autant directement faire en sorte que l'adversaire s'arrête ou s'éjecte tout seul. Il nous faudra donc admettre que Destroyer est une anomalie, même pour un univers aussi permissif que celui de Beyblade. Puis, selon une logique similaire au point précédent, on pourrait se demander pourquoi on ne voit pas de toupie qui vole. Appliquer une force vers la droite ou vers le bas, ça ne changerait pas grand chose comme on vient de le dire. Mais en soi, appliquer une force vers le haut, ça ne changerait pas grand chose non plus. Et on pourrait techniquement faire des combats de toupies en lévitation sans que ça paraisse étrange. Enfin, ça paraîtrait techniquement plus étrange du point de vue naturel humain, mais scientifiquement ça changerait rien. Et au pire, on court le risque que les combats deviennent plus stratégiques de par la multiplication des angles d'attaque possibles, mais c'est personnellement un risque que je prendrais. Puis si on y réfléchit, même sans ça on pourrait voir des toupies voler. Vu qu'il y a des hélicoptères dans la série, on sait que le principe de lift s'applique, donc pourquoi pas une toupie suffisamment aérodynamique et qui irait suffisamment vite pour s'élever tel un hélico. Sachant que, contrairement à d'autres choses, c'est 100% cohérent avec le reste de la série, pas comme les pouvoirs de Libra par exemple. Bref, c'est un shonen neketsu, donc tout le monde se moque de la cohérence, j'imagine, mais j'aimerais conclure cette vidéo interminable par un message. À tous les personnages de la série. Si vous aimez le Beyblade, faut bosser les gars. C'est pas normal que vous soyez étonnés par la moindre pièce à chaque fois que vous rencontrez un nouveau blader et sa toupie. Les pièces sont communes dans 90% des cas, genre il y en a partout dans le monde. C'est pas normal que vous ne les connaissiez pas alors que le Beyblade c'est littéralement toute votre vie. Chose inquiétante d'ailleurs. Bon ok, c'est gentil de donner un petit rôle à Madoka puisque la pauvre n'existe même pas dans le manga. Mais voir si une toupie est attaque, défense ou endurance, ça devrait être le truc le plus basique du monde. Bon, comme la série, on sait pas comment finir, donc... 3, 2, 1, hyper vitesse!